Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Eurostars. Donc, tout savoir pour bien candidater à ce dispositif européen. On va se présenter dans quelques instants. Je voudrais juste, dans un premier temps, donner quelques informations sur le déroulé de ce webinaire. Donc, pour les participants, vos micros et vos caméras sont coupés, mais il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Et à ce moment-là, il sera possible du coup de désactiver vos micros si vous souhaitez intervenir directement et poser toutes vos questions à l'oral. Sinon, pendant les présentations, vous avez l'onglet discussion sous la vidéo qui vous permet en fait de poser vos questions dans le chat et ces questions, on les prendra également à la fin et on y répondra du coup suite à l'intervention de nos deux intervenantes. À la fin de cette présentation, vous trouverez également nos adresses mail. Donc, vous pourrez nous poser toute question qui n'aura pas pu, en tout cas, être répondue ou qui vous viendra suite à ce webinaire. On y répondra donc par la suite. On vous enverra également la présentation par mail. Donc, vous pouvez retrouver tous les éléments qui vous auront été présentés aujourd'hui. Et également, pour information, le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay. Donc voilà, vous retrouvez tous ces éléments suite au webinaire. Alors, je donne la main à Malo Levrel de BDI pour la présentation du réseau Noé qui organise ce webinaire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Donc, le réseau Noé, créé en 2009 en partenariat avec la région Bretagne, regroupe des structures bretonnes qui interviennent dans la recherche et l'innovation et vise à développer et à aider les entreprises et les acteurs, unités de recherche à développer des partenariats européens et à candidater à des appels européens. Donc voilà, il est piloté par la région Bretagne et co-animé par Bretagne Développement et Innovation, dont je fais partie, et la plateforme Projet Européen de PE. Donc comme vous pouvez le voir, le réseau vise à soutenir le développement européen en région Bretagne, optimiser l'impact et la qualité des activités menées, contribuer à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de spécialisation intelligente et contribuer à la veille et aux réflexions sur les programmes européens. Alors, du coup, bonjour à tous. Je suis Rosane Levaillant. Donc là, dans le cadre de Noé, on est aujourd'hui 3 organisateurs pour ce webinaire. Et avec Morgane Lemeur, on fait partie de l'équipe Europe des 7 technopoles de Bretagne, qui vise à accompagner les entreprises souhaitant participer à des projets européens de recherche, développement, innovation. C'est une mission d'intérêt régional et du coup, c'est un accompagnement gratuit pour les entreprises. Malo, à toi. Donc, dans le cadre de BDI, il existe un projet sous l'égide de Enterprise Europe Network, qui est un réseau européen regroupant 600 structures tout autour de l'Europe et sur une partie du monde, visant à développer l'innovation et l'internationalisation des PME, en s'appuyant sur un réseau complet d'acteurs dans différents domaines. Bonjour à tous. Deux petits mots sur Végépolis Valley. Donc, c'est le pôle de compétitivité du secteur végétal. On est présent sur 4 régions, dont la Bretagne. Et donc, moi, Pauline Baudin, je suis en charge de l'accompagnement de nos adhérents au projet européen, d'où ma présence sur cette présentation du dispositif Eurostar. Merci pour vos présentations. Aujourd'hui, au programme, nous avons avec nous Jeanne Andrade, qui est point de contact national Eurostars à BPI France et qui va vous présenter le dispositif Eurostars ainsi que l'appel à projet qui ouvre bientôt et les dispositifs d'accompagnement de BPI pour les entreprises qui souhaitent déposer une demande de subvention. Ensuite, nous aurons également le témoignage de Cyril Bodilis, qui est directrice adjointe d'EasyFish, une entreprise qui a bénéficié du programme Eurostars et qui vous présentera du coup le projet Sharkward.
Et nous aurons le temps de questions-réponses suite à ces 2 présentations. Donc, je donne tout de suite la main à Jeanne Andrade. Je passe la parole, Jeanne, pour la présentation du dispositif Eurostars. Oui, merci beaucoup Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Jeanne Andrade, je suis responsable de développement et innovation collaborative au sein de la direction de l'innovation de BPI France. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du programme Eurostars, qui est un des dispositifs qui permet de financer des projets d'innovation collaborative à l'international, donc entre des entreprises de plusieurs pays. Je vais être assez synthétique pour plutôt vous donner un grand aperçu du programme. Et puis ensuite, évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant ma présentation. J'y répondrai à la fin. Et puis évidemment, si vous êtes intéressé par le programme, on échangera ensuite plus en détail en prenant rendez-vous. Slide suivante, oui. Alors, Eurostars en 2 mots, donc c'est un programme qui en fait appartient au réseau Eureka. Donc le réseau Eureka, c'est un réseau intergouvernemental qui rassemble une 50aine de pays dans le monde, pas des pays européens uniquement. C'est vraiment un réseau étendu. Et donc c'est un organisme en fait qui a pour but d'encourager la collaboration technologique entre les entreprises et les partenaires au sens large des différents pays membres. Donc, dans Eureka, vous avez plusieurs programmes et vous avez notamment ce programme Eurostars qui est un peu le flagship, c'est le plus gros en volume et qui, lui, est cofinancé par la Commission européenne et qui vise donc à soutenir des projets visant prioritairement des PME, mais on va voir que plusieurs types de partenaires sont acceptés dans des projets qui vont être internationaux, tech et proches du marché. Vous avez à droite la liste des pays membres d'Eurostars. Donc, tous les pays Eureka ne participent pas forcément à Eurostars. Donc là, vous avez la liste des pays avec lesquels vous pouvez travailler. Et ensuite, le financement d'Eurostars va se faire au niveau national. C'est-à-dire que là, moi, je vais vous présenter tout le programme. Et donc, l'évaluation, la coordination, elle va se faire au niveau intergouvernemental. Ensuite, derrière, par contre, une fois qu'on a proclamé la liste des lauréats, chaque pays membre va financer sur budget national ces lauréats. Et donc en France, ça sera BPI France et on va le voir un peu ensuite, qu'est-ce que ça implique en termes de process. Sur les critères d'éligibilité, vous en avez plusieurs. Vous allez avoir des critères vraiment sur la composition du consortium. Il faut à minima 2 partenaires, donc au moins 2 pays représentés. Vous avez vu que j'ai marqué la communauté Innovative SME, c'est le cadre plus grand dans lequel s'inscrit Eurostars, pour préciser. Donc 2 partenaires, un pays ou un partenaire ne doit pas représenter plus de 70% de la part totale du budget. Ça, c'est pour vérifier qu'on est vraiment sur du partenariat et pas sur un projet qui est trop déséquilibré. Et c'est des projets qui doivent durer au maximum 3 ans, normalement, avec un potentiel de commercialisation derrière dans les 2 ans. Alors, évidemment, ce potentiel de commercialisation, il va être évalué différemment selon la nature du projet. Et on ne va pas attendre, par exemple, d'un projet biotech qu'il soit commercialisable dans les 2 ans. Donc, ce critère n'est pas forcément rigide, mais il y a quand même vraiment cet impératif d'impact commercial derrière. Slide suivante. Alors, sur les critères encore, comme je le disais, c'est un programme qui s'adresse en priorité aux PME. Et donc, le chef de file d'un consortium Eurostars doit obligatoirement être une PME. Alors, avant, il y avait une notion de PME Eurostars avec des critères un peu renforcés. Maintenant, ce n'est plus le cas. On considère que les PME donc, sont acceptables au sens large. Et les PME, elles doivent représenter au moins 50% du budget du projet. Quand je parle de PME, c'est la définition européenne. Donc, par exemple, une start-up est considérée comme une PME. On va vraiment être sur les grands critères européens. Alors, vous avez 2 appels à projets Eurostars par an. Le prochain ouvre le 10 février, donc très bientôt, pour une clôture le 13 avril. Et celui d'après, si vous loupez cette relève, aura lieu en septembre. Donc, ces 2 appels à projets, vous déposez un dossier de candidature qui sera commun à tout le consortium, rédigé en anglais, et donc qui va être déposé en fait directement sur la plateforme Eurostars. C'est assez facile d'utilisation. Et comme je le disais, donc un consortium piloté par une PME, avec ensuite à minima 2 partenaires. Comme je le disais, il y a une contribution de l'Union européenne
Je le précise pour la forme, mais en réalité, au niveau des lauréats, ça sera transparent. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir 75% de votre aide venir de BPI France et 25% venir de la Commission européenne. Mais à savoir qu'en fait, dans ce qu'on vous verse, 25% vient quand même de l'Europe, ce qui va impliquer peut-être des exigences derrière un peu renforcées. Partie très importante, les critères de réussite. Alors, si vous avez déjà fait des programmes européens ou autres, vous avez sûrement déjà identifié un peu ces 3 critères qui sont quand même sensiblement les mêmes. Le critère de qualité du consortium, le critère d'excellence et le critère d'impact. Je ne m'étends pas trop aujourd'hui et vous aurez les slides, donc je vous ai mis le détail. Mais quand même, ce qui est très important, c'est vraiment l'attention portée à chaque critère et notamment un point qui peut être contre-intuitif, qui est que ce n'est pas le critère d'excellence qui va vous faire gagner Eurostars. Pourquoi? Parce que tous les projets maintenant tendent à être de plus en plus excellents. Et on a notamment un afflux de très bons candidats qui viennent d'autres dispositifs qui sont très compétitifs, Horizon Europe, l'IIC Accelerator, etc., qui viennent finalement candidater à Eurostars parce que le programme est plus accessible. Et donc, on a un afflux de très bons dossiers. Et donc, cette partie excellence, il va falloir la soigner, évidemment, mais ce n'est pas elle qui va être discriminante en réalité. Et ce qui va vraiment derrière faire la différence, c'est l'attention que vous allez porter aux critères d'impact et donc à la qualité de votre analyse de la commercialisation possible de votre projet, notamment, et le critère de consortium, c'est-à-dire montrer au jury que ce consortium a du sens, qu'il est pertinent, que chaque partenaire a une valeur ajoutée et aussi qu'il en retire quelque chose. Voilà un peu pour les critères et puis j'y reviendrai peut-être un peu après. Ouais. Là, je vous ai mis un résumé des critères. Donc, leader du consortium est une PME. Les PME portent au moins 50% des dépenses et maximum 70% portés par un pays ou un partenaire. Un point très important, c'est que ces critères doivent être respectés tout au long du projet. Il n'est pas rare dans un projet collaboratif qu'un partenaire, par exemple, quitte le consortium peut-être au milieu ou bien qu'il y ait un réajustement des budgets pour X ou Y raison. C'est possible dans Eurostars. Vous en faites la demande et le plus souvent, c'est approuvé. Simplement, il faudra toujours que ces équilibres-là soient respectés. Et donc, si le leader du consortium quitte le consortium, il faudra absolument qu'il soit remplacé par une PME. Si le fait qu'un partenaire modifie son budget fait que les PME représentent moins de 50%, ce ne sera pas possible et il faudra rééquilibrer. Donc voilà, point important, c'est que c'est vraiment des critères qu'on va regarder tout au long du projet pour qu'ils restent conformes aux guidelines Eurostars. La partie qui vous intéresse le plus, j'imagine, le financement que vous pouvez obtenir si vous êtes lauréat d'un appel Eurostars. Donc, comme je le disais, le financement est national et donc là, je ne parle que des modalités françaises. Vous n'aurez pas forcément les mêmes modalités dans les autres pays. Et donc là, on parle bien de l'aide que vous toucherez en France. Donc, c'est un programme qui est financé en subvention jusqu'à 40% des dépenses pour les PME. 30% pour les ETI jusqu'à 2000 salariés et 40% pour les académiques avec une nuance qui est qu'on va financer les académiques dans la limite de 120 000 € si une PME française est dans le consortium et 50 000 € s'il n'y a pas de PME française dans le consortium. Pourquoi? Parce qu'en fait, BPI France, normalement, n'a pas tellement compétence pour financer les académiques. Ce n'est pas notre cible prioritaire. Eurostars permet de le faire parce qu'il y a un vrai intérêt d'avoir des consortiums diversifiés. Mais voilà, les académiques ne pourront pas prétendre à une subvention de PME ou d'ETI. À noter que vous pouvez tout à fait intégrer des grandes entreprises ou plus généralement des partenaires qui ne sont pas éligibles à une aide Eurostars tant qu'ils s'autofinancent et encore une fois, tant qu'ils apportent quelque chose au projet et qu'il y a vraiment une pertinence dans le consortium de les ajouter. Donc, vous pouvez tout à fait travailler avec des grands groupes qui ne sont pas du tout éligibles, qui vont eux venir en autofinancement, mais pour qui c'est pertinent de participer. Autre précision, les lauréats Eurostars qui ont obtenu un financement ne peuvent plus redemander un financement Eurostars pendant 3 ans. Voilà, on considère qu'ils ont déjà un projet en cours et donc il faudra attendre 3 ans avant de redemander du financement. Ça n'empêche pas de participer en autofinancement par contre, mais évidemment c'est assez rare, notamment pour des PME. Au niveau du process, alors je vais aller assez vite parce que je vois le temps qui passe. Un point qui est vraiment très important, c'est de contacter BPI France avant de déposer. Et ça, maintenant, on le rend vraiment obligatoire. Je crois que le webinaire est enregistré, donc on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit.
Il y a 2 niveaux en fait dans Eurostars. Vous avez le niveau intergouvernemental et donc en France, l'interlocuteur, ça va être moi et puis l'équipe. Mais ensuite, vous avez le niveau vraiment national financier et donc qui va décaisser l'aide in fine. Et ça sera votre chargé d'affaires innovation qui est une personne qui est située dans le réseau BPI France, donc dans votre direction régionale de rattachement. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, on vous en assigne un. Et en fait, c'est cette personne qui va vous demander les éléments tels que bilan, liasse fiscale, éventuellement plan de trésorerie et autres, tout le faisceau d'indices qui lui permet de savoir si vous avez la capacité financière de porter le projet. Eurostars est financé à 40%, ça veut dire qu'il faut que vous ayez la capacité de porter les 60% restants sur un projet qui va durer 3 ans. Et cette personne-là, donc, il va vraiment falloir qu'elle ait connaissance de votre projet en amont. Alors souvent, ça va assez vite, mais il faut avoir fait la démarche. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez au milieu, c'est qu'en fait, une fois que vous déposez votre candidature, vous allez avoir l'expertise technique, donc l'évaluation de votre projet par 3 experts indépendants au niveau international. Donc là, BPI France n'a pas du tout son mot à dire et c'est complètement indépendant. Par contre, vous avez un avis financier et légal, et ça, c'est chaque financeur national qui va indiquer pour ses candidats s'ils sont éligibles à une aide nationale. Et si vous n'êtes pas éligible, le projet est éliminé tout de suite, parce que ça veut dire que même si vous êtes lauréat, vous ne pourrez pas obtenir de financement. Et donc, dans votre cas, ça veut dire que si votre chargé d'affaires me dit qu'il ne pense pas que vous ayez une capacité financière suffisante, le projet s'arrête, même s'il avait obtenu la meilleure note par les experts indépendants. C'est des situations qui arrivent et qui sont extrêmement frustrantes, surtout après les semaines et mois de travail que vous consacrez à de tels projets et qui peuvent vraiment être évités. Donc, le fait de contacter votre chargé d'affaires en amont, ça va aussi permettre éventuellement de le convaincre si sur le papier, vous n'êtes peut-être pas dans une situation idéale, mais qu'en fait, vous avez des éléments qui montrent que d'ici à ce que le projet démarre, ça ira mieux et vous serez éligible. Mais tout ça, ça doit absolument être fait en amont. Donc voilà. L'autre avantage, c'est qu'une fois que vous êtes lauréat d'Eurostars, si votre chargé d'affaires était déjà au courant et que vous avez déjà pu échanger avec lui, vous pouvez débloquer l'aide très, très vite parce qu'on vous connaît déjà et donc tout ça va assez vite. Donc, on peut avoir une aide débloquée en 3 semaines ou au contraire, une aide débloquée en beaucoup plus longtemps s'il y a eu plus de latence administrative. Un point important, c'est qu'on vous demandera votre accord de consortium signé avant de débloquer l'aide pour être sûr que le projet n'explose pas en vol, étant donné qu'on est quand même sur du collaboratif avec les risques que ça peut avoir. Slide suivante. Celle-là, je ne vais pas m'étendre. Vous pourrez la regarder à tête reposée. C'est juste pour vous donner des chiffres un peu indicatifs. Taux de réussite moyen, je le mentionne quand même là, donc c'est 25%. Il faut savoir que sur la dernière année, là, on va plutôt être autour de 28%, et notamment le dernier call qui a eu un taux à 32%. Donc Eurostars est quand même beaucoup plus accessible que d'autres programmes et il faut l'avoir en tête. C'est de plus en plus compétitif, mais on est quand même sur des taux assez encourageants. Ensuite, un autre point important, c'est que tous les chiffres que vous voyez là, notamment sur les budgets des projets, etc., ce ne sont pas du tout des exigences. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des projets qui sont complètement hors de ces fourchettes et qui seront évalués très positivement. Donc, ce sont des moyennes, mais ce ne sont pas du tout des conditions implicites de réussite. Et on peut avoir des très gros projets ou des très petits projets. Tout ce qui compte, et c'est pareil pour le nombre de partenaires dans le consortium, tout ce qui compte, c'est la pertinence et le réalisme derrière. Et il vaut mieux un très bon consortium à 2 partenaires parfaitement construits qu'un consortium diversifié à 5 partenaires, mais pour lequel on a de forts soupçons concernant la bonne conduite du projet. Donc voilà, encore une fois être toujours le plus réaliste possible. Slide suivante. Alors ça, je les ai déjà en fait mentionnés un peu en filigrane pendant la présentation. Mais globalement, les pièges et bonnes pratiques. Le piège, c'est ce que je vous disais, négliger cette partie commercialisation et consortium. Et un autre piège que je n'ai pas évoqué, c'est que quand vous allez regarder le dossier Eurostars, c'est un dossier qui est purement déclaratif. C'est-à-dire que vous pouvez blablater pendant 60 pages sans rien prouver. Et en réalité, les dossiers qui vont gagner Eurostars, c'est ceux qui vont prouver. Et donc, ne pas lésiner sur les annexes qui vont permettre d'apporter tous les éléments tangibles qui justifient ce que vous avez avancé dans le corps du dossier. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donner des chiffres. Si vous mentionnez, par exemple, que le projet a déjà un écho dans la presse, mettez des captures d'écran des articles qui en parlent.
vraiment tout ce qui peut rendre le projet lisible et clair pour le jury. Autre point, ne jamais attendre du jury qu'il aille lire vos annexes tout seul. Il ne le fera pas parce qu'il a 15 d'autres dossiers à lire dans la journée et que ça va l'énerver qu'on lui en demande tant. Donc, toujours le guider. Et si vous mentionnez quelque chose, si vous mettez un élément dans vos annexes, il faut absolument l'avoir déjà mentionné dans le corps du dossier pour que le jury sache qu'il doit aller consulter l'annexe. Et encore une fois, pareil, le guider, vraiment structurer tout ça pour que tout soit facile et accessible. Voilà, et je vous laisserai lire le reste. On peut passer. Je vais faire assez vite du coup parce que je vois que le temps passe. Juste pour finir en fait sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer, il y a 2 choses. Il y a ce premier dispositif qui s'appelle le DIAG, Partenariat technologique international. En synthèse, si vous avez besoin d'un expert ou d'un consultant pour vous aider à monter le projet, qui peut être un accompagnement tout à fait complémentaire à ce que vont faire les pôles et autres, BPI France prendra en charge la moitié de la prestation. Donc, vous payez 50% et BPI paiera les 50% restants directement à l'expert. Soit c'est un expert de votre choix, soit vous nous demandez une liste et nous, on a une liste référencée d'experts pour qui on sait qu'ils ont une vraie compétence dans le montage de ces projets-là. Voilà, je m'arrête là pour le diag, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Et là, on peut passer, je pense, 2 slides parce que tout ça a été sur le diag. Oui, encore. Et encore une. Voilà, dernier dispositif qui, lui, est complémentaire aussi, c'est que notre équipe organise un atelier de relecture avant la clôture du pôle. Donc, en général, c'est à peu près 2 semaines avant. Vous nous envoyez Alors, il faut s'inscrire assez vite parce que les places sont limitées. Mais simplement, voilà, l'idée, c'est qu'on va relire votre dossier avec un œil neuf pour vous mettre un peu dans les conditions du jury qui, lui, ne vous aura jamais parlé avant, qui, comme je le disais, est impatient et on a plein d'autres à lire. Et donc, il faut vraiment réussir à garder son attention tout au long du projet. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de vous aider sur cette partie. Donc, ce n'est pas du tout un accompagnement qui est comparable à ce que peut faire un expert ou un pôle qui vous aura accompagné pendant des semaines. C'est plus une finition qui permet d'éliminer les erreurs d'inattention, de recentrer parfois le propos et surtout voilà, de faire en sorte que votre dossier accroche l'œil du jury. Et parce que si vous le perdez en route, c'est déjà plus compliqué et la notation s'en ressent. Voilà, c'est un atelier qui donne vraiment satisfaction. Simplement, voilà, vous recevrez la communication quand on le lancera, mais pas hésiter à s'inscrire vite parce que les places sont limitées. Et je crois que j'ai fini. Ça doit être ensuite la slide. Ouais, alors ça, je vous laisserai regarder. C'est un peu les questions courantes. Et ensuite, vous avez mon contact si besoin qu'on échange. Et vous pouvez réserver évidemment un rendez-vous pour qu'on se parle plus longuement. Voilà, merci. Merci Jeanne pour cette présentation. Et je propose tout de suite qu'on passe à la présentation de Cyril pour le projet SharkGuard qui a bénéficié du coup d'un financement Eurostars. Oui, bonjour à tous. Donc, Cyril Baudilis, directrice de EasyFish, donc TPE à Concarneau dans le Finistère, qui travaille depuis 15 ans dans la commercialisation et le conseil sur des systèmes de géolocalisation des engins de pêche, de répulsifs pour limiter les impacts de la pêche sur l'environnement et des caméras embarquées pour faire des observations scientifiques. Donc en 2017-2018, nous avons repéré FishTech comme un acteur intéressant pour nous. C'est une entreprise anglaise qui, depuis une dizaine d'années, développe des outils pour réduire les impacts, donc des pingers pour limiter la capture accidentelle de cétacés, et aussi des dispositifs lumineux pour rendre un peu plus propres les leurres chimiques, enfin pour remplacer des leurres chimiques, donc entre autres. Et donc ils avaient l'idée de mettre en place un prototype de répulsif à requins pour limiter en fait la capture accidentelle de requins sur les palangres. Parce qu'en fait, en voulant pêcher le thon, on attire aussi les requins et les raies, et donc ça pose problème sur la pêcherie. Donc, ils avaient déjà développé un répulsif électrique et ils cherchaient en fait à faire une production de plusieurs centaines d'unités et à les tester en mer
pour voir l'efficacité et sur les pêches accessoires et sur l'attractivité de l'engin de pêche. Donc en 2018, nous avons échangé sur la possibilité de travailler ensemble, vu que nous, on a dans nos clients des flottilles palangrières en France, en métropole, donc en Méditerranée, mais également à La Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Donc on avait potentiellement la possibilité de demander à des professionnels de faire des tests avec ce prototype. Donc, c'est alors que FishTech a dit il faut mettre en place un projet, un financement pour faire ces essais. Donc, on a pris contact aussi avec une structure professionnelle dans le sud de la France que je connaissais déjà, avec qui je travaillais déjà pour les bouées. Et donc, on a dessiné ce projet Shargard de production du dispositif, de tests en conditions réelles sur une vingtaine de marées, enfin de jours de pêche sur 2 bateaux, avec embarquement d'observateurs scientifiques pour mesurer l'efficacité du dispositif en situation réelle de pêche. Donc, c'est FishTech qui s'est chargé de trouver le dispositif. Donc, ils se sont orientés vers Eurostars. Ils ont rédigé en grosse partie la candidature. J'ai apporté ma participation, donc c'est-à-dire l'organisation des marées, des embarquements et la communication auprès des professionnels des résultats attendus, à la fin du projet, pour effectivement commencer à entamer la commercialisation du dispositif. Donc le dépôt de candidature s'est fait en septembre 2018 et en janvier 2019, on a été reçu à l'issue d'une évaluation très positive. On a fait partie des dossiers qui ont été retenus. Donc le budget était d'autour de 250 000 €, ce n'était pas un très gros budget. Pour nous, 77 000 €. FishTech a reçu une aide de 60% de l'État anglais, et pour nous, c'était 40%. Donc, on a réalisé notre projet. Donc, alors après, à l'issue du résultat, il y a eu une phase de mise en œuvre, mise en place de l'accord de consortium entre les 2 entreprises. Donc là, j'ai eu le soutien de BPI pour le rédiger. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'étape la plus facile, parce qu'il faut décider de quel sera le devenir de la propriété intellectuelle et des droits de commercialisation à l'issue du projet. Donc ça a été fait. Et puis, la mise en place du dossier financier avec BPI France pour ma part. Donc, on a pu commencer notre projet en avril 2019. La production des prototypes a eu lieu. Ils ont été livrés en juillet-août, et les essais en mer ont été réalisés en août et septembre sur 2 navires qui ont fait chacun 10 marées. Les résultats collectés par les observateurs en mer ont été traités par une université anglaise de Cornwall, Exeter. Donc, en fait, les résultats ont montré que le dispositif était efficace pour repousser les requins, mais hélas, avait un impact très probablement visuel sur les thons, qui faisait que le dispositif réduisait nettement la pêche, l'efficacité de pêche. Donc, le prototype n'était pas forcément validé sur sa technologie dans le répulsif, mais pas forcément acceptable pour le marché, vu qu'il y avait une baisse, je sais plus, de l'ordre de 30% de l'efficacité de pêche. Donc du coup, FishTech a décidé de repartir sur un nouveau projet de développement, enfin d'amélioration de son dispositif, avec dans un autre dispositif. Voilà. Donc nous, on a rédigé le rapport final en décembre 2020. Donc
tout au long du projet, on avait un reporting semestriel à réaliser sur le site Eureka. Donc, on est guidé sur toutes les étapes de toutes les informations à indiquer et pour montrer que le projet était bien en cours et que le partenariat avait toujours bien lieu. Et donc, à l'issue du projet, en avril 2021, donc j'ai présenté mes dépenses sur ce projet à BPI et j'ai reçu donc, je crois le solde de subvention. J'avais dû avoir une avance. Là, je ne me souviens plus, mais en tout cas, non, financièrement, j'ai bien bénéficié de l'aide prévue par le projet. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pour tout à l'heure, je crois, les questions. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté comme vous, en tant qu'entreprise, d'avoir pu bénéficier de ce dispositif-là et du coup, d'avoir mené ce projet européen? Du coup, ça a entamé en fait notre collaboration commerciale avec Fishtech sur de bonnes bases en fait, pour montrer qu'on était donc distributeur de ce type de produits sur la France. Et donc du coup, on travaille toujours avec eux sur les pingers entre autres. Ça nous a permis aussi de mieux connaître leur dispositif et puis d'intervenir comme un acteur potentiel de développement d'une nouvelle technologie et de faire le lien entre les développeurs et la filière pêche et les utilisateurs. Donc, c'était plutôt intéressant. Et du coup, c'était votre premier projet européen? Oui, c'était notre premier projet, oui, tout à fait. On avait déjà bénéficié d'aide en France avec des fonds régionaux et de BPI, mais pas européens. Avec une envie de renouveler l'expérience ou... Oui, si effectivement on retrouve un partenaire qui est dans un autre pays et qui a un intérêt, tout à fait, oui, pourquoi pas, oui. Et pour vous, en dernière question, avant de passer au temps de questions-réponses, les conditions de réussite d'un projet de ce type-là? Je pense que c'est vraiment la nature du projet que vous portez, quoi. Si vous êtes vraiment sur une innovation qui répond à un besoin marché et parce que là, nous, on était vraiment... eux avaient vraiment la technologie et la capacité de développer. Nous, on avait vraiment le réseau de clients potentiels pour ce type de projet. Je pense que c'est ça qui a fait que notre candidature a été retenue. La qualité de la candidature aussi. Moi, j'ai participé pour une petite part à la rédaction, mais le dossier que Fishtech a constitué était conséquent. Je sais ils ont fait appel à un prestataire extérieur vraiment spécialisé dans la rédaction et le dossier était très, très complet. Donc, je pense que c'est vraiment là l'importance, c'est de bien définir clairement ce que chacun doit faire, pourquoi, et puis ensuite mener le projet. Mais finalement, la plus grosse partie, c'est le travail de la candidature. Finalement, mener le projet, c'est suivre les rails de ce qui a déjà été écrit, conçu, organisé. Merci. Et du coup, on va passer au temps de questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y en a pas dans le chat, a priori. N'hésitez pas, comme on n'est pas nombreux, à prendre la parole aussi, peut-être pour exprimer vos questions, soit directement à Jeanne ou à Cyril. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il faut un budget minimum pour pouvoir déposer un projet Eurostars?
Oui, bonne question. Non, il n'y a pas de budget minimum. Et c'est ce que je disais, on a vraiment des typologies de projets qui peuvent être assez différentes. Maintenant, ce qui peut jouer en revanche, c'est côté français. Par exemple, normalement, le minimum d'aide qu'on accorde, c'est 50 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il faut un budget dont 50 000 euros représente 40%, on va dire, comme minimum. Mais en tout cas, il n'y a pas du tout de fourchette ciblée par Eurostars. Et donc, on va avoir des projets à 150 000 euros et des projets à 4 millions. Donc, ça, vraiment, pas d'exigence, même implicite. Moi, je vais me permettre de poser une question qui revient souvent de la part de nos adhérents et qui concernera peut-être du coup les structures qui sont ici. Est-ce que la subvention se cumule avec les crédits d'impôt recherche? Oui, effectivement, elle revient souvent. Non, elle ne se cumule pas. Et donc, il faut déduire la subvention de l'assiette du crédit impôt. On peut pas cumuler les aides sur ces projets. Et de la même manière, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut obtenir une autre aide, par exemple BPI France, pour financer les 60% du projet que Eurostars ne va pas financer? Et la réponse est non. On ne peut pas avoir des dépenses financées 2 fois par des dispositifs publics. Donc, autant c'est possible d'avoir 2 projets différents, donc avec des annexes financières différentes, qui vont être, par exemple, un lauréat d'Eurostars et un lauréat de IDEMO ou d'une aide au développement, etc. Et là, si l'entreprise montre qu'elle a la capacité de porter les deux de front, c'est tout à fait possible de cumuler. Mais par contre, des dépenses, elles ne pourront jamais être subventionnées ou financées 2 fois. Merci. Sur la partie du budget qui est plus relatif aux investissements matériels notamment, est-ce qu'il y a des recommandations particulières, un plafond, une manière de calculer, un amortissement spécifique, comment ça fonctionne? Alors, ça va être le même fonctionnement que les autres aides BPI France. Et là, mon conseil sur ça, donc bon, il n'y a pas de plafond ou de minimum ou autre. Simplement, là, mon conseil, c'est sur toutes ces questions vraiment purement financières qui ne seront pas de mon ressort in fine, c'est de prendre contact directement avec son chargé d'affaires innovation qui lui ou elle saura renseigner l'entreprise. Donc, on ne va pas être sur des modalités différentes d'autres aides, donc c'est assez classique. Concrètement, tout ce qui se rapporte à la R&D constitue une dépense éligible à la R&D et surtout qui se rapporte directement au projet. Et donc ensuite, par exemple, sur les investissements matériels, ça va dépendre si c'est des investissements qui ne vont servir que pour le projet ou bien également pour d'autres choses. Et donc là, la prise en charge ne sera pas la même. Mais ça, tout ça, du coup, ça sera à évaluer directement avec le chargé d'affaires. Est-ce qu'il est conseillé de faire intervenir un consultant ou pas? Enfin, est-ce que pour la majorité des projets déposés, il y a, les entreprises font appel à un prestataire extérieur pour l'écriture même du dossier? Ouais, alors, la majorité, non. Mais par contre, c'est vrai que on observe vraiment une hausse du recours aux experts. Et nous, par exemple, on reçoit de plus en plus de demandes de DIAC PTI donc, qui vont permettre de les cofinancer. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est un peu un mouvement généralisé dans les autres pays aussi. Hein, on a de plus en plus recours aux experts, notamment aux Pays-Bas, par exemple, qui sont très bons sur Eurostars. Et on a des cabinets qui sont très spécialisés. Qui accompagnent beaucoup de candidats. Comme je le disais, ce n'est pas obligatoire. Il y a des entreprises qui ont les ressources en interne pour vraiment rédiger de A à Z un projet et le porter complètement. Maintenant, là, en fait, où il y a un vrai intérêt, c'est pour cette partie structuration et clarté du dossier, d'avoir quelqu'un qui connaît les standards du jury. Beaucoup d'experts, en fait, sont des anciens évaluateurs. Et donc, ils connaissent les attentes du jury. Ils savent que, par exemple, sur la partie commercialisation, on va vous poser des questions, mais en fait, ce qui est attendu derrière, c'est un vrai business plan
si possible, vraiment une analyse de la concurrence qui est très détaillée. En fait, tous ces points-là qui sont assez subtils, mais qui en réalité vont être vraiment le cœur de l'évaluation. Et là aussi où un expert peut être très intéressant, c'est pour cette partie accord de consortium et négociation justement de qu'est-ce qu'il advient de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'il advient de la commercialisation, comment on se répartit derrière. Donc là, il y a un intérêt. Maintenant, encore une fois, il y a l'accompagnement des pôles, il y a les conseils que peut prodiguer BPI France et il y a les ressources de l'entreprise. Si tout ça suffit, évidemment que le recours à un expert n'est pas obligatoire, mais en tout cas, si le fait que BPI prenne en charge la moitié peut permettre de réduire un peu, on va dire, la barrière à l'entrée financière du recours à un consultant, je pense quand même que c'est très intéressant parce que Eurostars est plus compétitif et par exemple, il l'est beaucoup plus qu'il y a ne serait-ce que 3 ans. La nouvelle version du programme a aussi renforcé la compétitivité. Donc voilà, sachant que le recours aux experts n'est pas forcément français. Hein. Vous pouvez recourir à un expert, par exemple néerlandais ou un expert taïwanais, peu importe, tant qu'ils remplissent notre cahier des charges. Donc ça permet aussi d'aller chercher vraiment les meilleures compétences et de se faciliter la rédaction ou le montage, voire même la recherche de partenaires. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des experts pour chercher des partenaires. Donc voilà, tout ça est éligible. Et puis derrière, évidemment, on en rediscute, mais c'est vrai que le recours aux experts augmente. Et au niveau des thématiques, est-ce qu'il y a une pondération entre les thématiques? Est-ce qu'il y a des priorités par année? Quel est le plan d'action? Alors non, il n'y a pas du tout de thématique implicite, on va dire. Donc le programme est non thématique et on ne va pas avoir de thématique cible ou de pondération. Par contre, il va y avoir quand même statistiquement des sujets qui reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une priorité européenne et internationale sur des sujets comme la transition écologique, par exemple. Et il y a des questions dans le dossier Eurostars qui concernent vraiment l'impact sociétal, environnemental, etc. du projet. Et donc, les projets qui vont réussir à se démarquer sur ça et à montrer qu'ils vont vraiment contribuer à l'intérêt général ou à avoir des retombées vraiment larges derrière, c'est les projets qui vont gagner. Donc on a une proportion assez élevée de projets green tech, de projets medtech qui rentrent assez bien dans ces thématiques. Mais là, par exemple, sur le dernier call, la thématique qui a eu le plus de lauréats, finalement, c'était les technologies de communication et informatique. Donc, il n'y a pas de cible officielle, en tout cas. Et en fait, simplement, c'est des dossiers qui souvent sont évalués même inconsciemment de manière plus positive parce qu'ils parlent plus aux exigences européennes et mondiales. Mais on peut vraiment arriver avec n'importe quel sujet et encore une fois, derrière, c'est le dossier qui va convaincre ou non. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent dans l'Assemblée, que ce soit les participants ou les panélistes? Peut-être aussi des questions de mise en œuvre pour Cyril. A priori, c'est assez clair. J'avais juste une question concernant le délai moyen pour le traitement du coup des demandes de subvention. En combien de temps un candidat peut espérer obtenir une réponse, par exemple, suite à l'appel à projet là, qui clôture en avril 2023 quand est-ce que seront annoncés les résultats? Oui, alors en général, c'est 3 mois. Donc là, par exemple, le call qu'il y a eu en septembre, les résultats ont été proclamés en décembre. Et là, pour le call d'avril, on attend les résultats du coup courant juillet. Ça, en théorie, alors vous avez une première salve en fait d'informations qui est au bout d'un mois à peu près, une fois que les experts ont déjà fait une première notation et que nous, les pays, on a déjà donné notre avis financier. Là, vous savez déjà si vous passez à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est que votre dossier est relu par un autre panel indépendant qui, lui, va vraiment relire tous les dossiers. Donc, il est avec des experts qui sont de plusieurs thématiques et ensuite va établir le classement.
Et donc, in fine, vous avez la réponse en à peu près 3 mois. Et ensuite, encore une fois, le déblocage de l'aide, ça dépend de la vitesse à laquelle vous faites votre accord de consortium et vous nous donnez les documents, votre liste de dépenses, etc. Pour qu'on décaisse, mais ça peut aller assez vite. Est-ce que les résultats sont publiés quelque part? Est-ce qu'on peut avoir accès à la liste des lauréats? Alors non, non, ils sont pas publiés. Normalement, ils sont ensuite en fait accessibles sur le site Eurostars, mais pour être honnête, ce point n'est pas tout à fait clair encore. Et donc normalement, la liste en tout cas n'est pas publiée officiellement. Ensuite, moi, je peux transmettre avec l'accord des entreprises la liste, par exemple, au pôle de compète ou aux régions, mais voilà, je le conditionne à l'accord des entreprises pour partager cette info. Je pense qu'on va pouvoir clore notre webinaire. Merci à Cyril et à Jeanne. J'avais effectivement, donc là, il y a les contacts aussi enfin nos contacts en fait, pour pouvoir vous accompagner en région sur le volet européen. Et puis, merci à vous d'y avoir participé et puis à très bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.